Alors, une autre bonne nouvelle avant de poursuivre, c'est que nous allons également sortir maintenant notre première émission hebdomadaire. Nous allons commencer à 9 lanceurs d'alerte comme je vous l'ai dit. Et donc cette première émission qui s'intitule L'info en question, on vous expliquera pourquoi ça s'appelle l'info en question, eh bien cette première émission sortira sur les 9 chaînes des lanceurs d'alerte simultanément et ce sera une émission qui sortira tous les jeudis. Donc première émission le jeudi 4 juin, prenez bien ça en note et nous répondrons à vos questions et nous remettrons également en question l'information dominante. Donc voilà une bonne nouvelle de plus. Quoi d'autre encore comme bonne nouvelle? Les bonnes nouvelles, c'est que les médias sont de plus en plus, enfin pas seulement les médias d'ailleurs, les médias et les gouvernements, les instances de santé publique, l'OMS, Bill Gates, tous ces gens-là commencent à être pris de plus en plus la main dans le sac. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui font des infidélités à leur compagne ou leurs compagnons. Mais ces gens-là, pour ne pas être démasqués, hein, c'est à la mode de parler de masque pour l'instant, mais ces gens-là, pour ne pas être démasqués au niveau de leur infidélité, vont inventer des histoires qui sont évidemment des mensonges. Hein. Où étais-tu? Pourquoi es-tu rentré aussi tard ce soir, chérie ou ma chérie? Ah mais non, mais on a eu beaucoup de travail au bureau. Ah tiens, c'est bizarre parce que j'ai téléphoné 3 fois au bureau et ça ne répondait pas. Ah oui, oui, non, mais c'est parce qu'on a eu notre réunion à plusieurs au resto, parce qu'on avait faim, donc on est parti, mais on a continué notre réunion au restaurant. Ah oui, t'étais avec qui? Ah ben j'étais avec Sandra et j'étais avec mon chef de service. Ah ouais, d'accord. Euh, ah, mais c'est drôle parce que j'ai téléphoné à Sandra et, à 9 heures du soir pour savoir où tu étais, et elle m'a répondu, elle était chez elle. Ah oui, non, non, mais c'est parce que Sandra est partie plus tôt que les autres. Enfin bon, voyez le genre de situation très gênante, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un premier mensonge, mais ce premier mensonge est démasqué. Donc pour masquer ce démasquage, je dirais, on va devoir faire un mensonge plus gros. Mais ce mensonge plus gros lui-même va être démasqué, ce qui fait qu'on va être obligé de faire un mensonge encore plus gros. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec les instances de santé publique. Regardez, c'est l'histoire de l'hydroxychloroquine, mais je pourrais vous donner plein d'exemples sur d'autres domaines, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que depuis le début de cette pseudo-pandémie, on nous ment sur toute la ligne. On nous ment sur le nombre de cas positifs, on nous ment sur le nombre de morts, on nous ment sur l'absence de traitement, on nous ment sur la manière de soigner les gens. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On nous ment sur l'origine du virus, on nous ment... Enfin, voilà. Moi, je trouve ça hallucinant, mais vous savez, depuis que j'observe les manipulations, la manipulation des masses, c'est-à-dire ça fait 40 ans que je suis un observateur aguerri, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de la manipulation des masses, je n'ai jamais vu des mensonges aussi gros et aussi visibles. Donc, si je prends l'exemple de l'hydroxychloroquine, rappelez-vous, au mois de février, quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui est le professeur Didier Raoult, qui est le directeur général de l'IHU de Marseille, annonce par voie de réseau social, il annonce qu'ils ont traité avec succès 24 patients et ils ont observé que les patients qui avaient non seulement l'hydroxychloroquine, mais en plus l'adjonction d'azithromycine, eh bien qu'en 6 jours de temps, les patients avaient vu leur charge virale au Covid-19 retomber à 0, alors que ceux qui n'avaient pas été traités eh bien, avaient encore gardé une charge virale de 50 ou 60% si mes souvenirs sont bons. Bien. Et le professeur Raoult dit simplement, voilà, c'est un traitement qui est prometteur et je vais en parler directement au ministre de la Santé parce que je pense que c'est prometteur. Bien. Dès le lendemain, j'ai entendu dans tous les médias dominants un déferlement de critiques à l'égard du professeur Raoult qui, je vous le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui vivaient sur une autre planète depuis le mois de février, est le plus grand infectiologue du monde. Il n'y a pas plus grand que lui là.
En termes de nombre de publications, en termes de réputation, c'est le plus grand. C'est lui qui est cité le plus souvent dans la littérature scientifique en matière d'infectiologie. C'est lui qui a été appelé par les États-Unis lorsqu'ils ont eu un problème d'alerte à l'anthrax juste après les attentats du 11 septembre 2001, souvenez-vous. C'est lui qui a été appelé au moment de l'épidémie d'Ebola. C'est lui qui a été appelé sur place au moment de l'épidémie de SRAS en Chine. C'est lui qui est appelé chaque fois qu'il y a un gros problème n'importe où dans le monde, quel que soit le pays, quel que soit le régime, c'est lui qui est appelé parce que c'est lui le meilleur. Bien. Mais quand il a dit qu'il avait un traitement prometteur, Facebook a dit que sa déclaration c'était une fake news et le ministère de la Santé français a traité de fake news cette information concernant l'hydroxychloroquine. C'est quand même extraordinaire quand même. Hein, c'est Facebook là, je ne sais pas qui ils ont dans leur équipe pour juger de la qualité du travail d'un scientifique qui est le plus réputé au monde. Il n'y a personne au-dessus de lui là. Bon, bref. Mais alors ce qui est extraordinaire, c'est que dès le lendemain, sur les plateaux de télévision, il y a des gens qui se sont déchaînés contre le professeur Raoul, d'abord en le traitant de charlatan, en critiquant son look avec ses longs cheveux. Remarquez que je vais bientôt avoir le même look que lui, mais bon, ça c'est parce que ma coiffeuse n'a toujours pas repris de travail. Mais finalement, j'aime bien des longs cheveux comme ça faisait des années que je n'avais plus des longs cheveux, donc voilà, enfin j'irai voir quand même ma coiffeuse bientôt, dès qu'elle pourra reprendre le travail. Mais chez nous, ici au Québec, elle n'a pas encore repris son travail. Les masseuses sexuelles ont repris leur travail, mais les coiffeuses non, probablement parce que les masseuses sexuelles et les prostituées ont peut-être moins de contact avec les clients, non, mais finalement, quand on y réfléchit, c'est peut-être plus de contact. Alors, ne vous demandez pas pourquoi les travailleurs du sexe peuvent reprendre leur travail alors que les coiffeuses ne peuvent pas encore. À moins qu'on ait des relations particulières avec sa coiffeuse, mais ce qui n'est pas mon cas. Enfin bon, je ferme ma parenthèse. On a fait dire au professeur Raoul qu'il avait présenté son remède comme un remède miracle, alors que jamais, jamais, jamais une seule fois le professeur Raoul n'a parlé de remède miracle. J'ai écouté toutes les interviews du professeur Raoul, je peux vous assurer que jamais il n'a eu l'imbécilité de dire que son remède était un remède miracle. C'est quelqu'un d'une modestie et en même temps d'une intelligence et d'une expérience de terrain qui ne lui fait pas dire des choses je dirais, à l'emporte-pièce. Lui, ce qu'il dit, c'est documenté, c'est prouvé. Donc quand des gens comme Karine Lacombe, par exemple, qui sont dans des conflits d'intérêts jusqu'au-dessus de la tête, commencent à détruire la validité du protocole de Raoul en disant ça ne respecte pas les règles les protocoles de recherche et des études en double aveugle, des études randomisées, etc. Mais attendez, on ne parlait pas d'études randomisées, là, on parlait d'un essai clinique avec des vrais patients, parce qu'on était en situation d'urgence. Il ne s'agissait pas de commencer une étude à ce moment-là. Ah mais non, 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 non. Il fallait laisser crever les patients dans les hôpitaux, il fallait laisser crever les patients dans les résidences pour personnes âgées, parce qu'il fallait attendre les résultats d'une étude randomisée. Bien. Donc il y en a même qui ont dit que Raoul ferme sa gueule, etc. J'ai trouvé ça extrêmement violent, mais je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que tous ces gens sont extrêmement agressif vis-à-vis du seul, en France à cette époque-là, qui était en train de proposer une solution pratique et apparemment efficace, à vérifier avec davantage de patients. Pourquoi est-ce que tous ces gens, tout à coup, s'en prennent au pauvre Raoul? En fait, il suffit de répondre à la question qui parle, qui diffuse, qui finance et à qui profite le crime. Vous vous souvenez, je vous avais donné ces 4 critères dans une de mes vidéos. Je pense que c'est une vidéo où j'étais encore en Guadeloupe. Hein, donc je vais vous donner les références sous cette vidéo. En fait, qui parlait? C'était uniquement des gens qui étaient financés par des compagnies pharmaceutiques. Des compagnies pharmaceutiques qui les avaient payés des centaines de milliers d'euros au total. Mais ces compagnies pharmaceutiques étaient justement celles qui espéraient énormément de ces crises du Covid-19 pour placer des nouveaux médicaments qui étaient des antiviraux et pour placer des vaccins. Et là, le marché qui est en jeu actuellement, c'est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars.
Vous entendez ça? C'est des dizaines de milliards de dollars. Parce que l'avantage de la vaccination, c'est que on peut vacciner des personnes en bonne santé, même des personnes qui n'ont pas de symptômes, même des personnes qui ne sont pas positives au Covid-19. Parce qu'on va leur dire, écoutez, il pourrait y avoir une deuxième vague, il pourrait y avoir une troisième vague, il pourrait y avoir 7 vagues, comme l'avait annoncé Neil Ferguson de l'Imperial College. Cela dit, il y a un média dominant qui s'est amusé à dire que quand j'avais dit qu'on nous avait annoncé qu'il y aurait cette vague, ils ont dit, ça crève-cœur, la sortie de son chapeau, parce que jamais personne n'a dit qu'il y aurait cette vague. Ben, je suis désolé, Neil Ferguson de l'Imperial College, c'est lui qui avait annoncé qu'il y aurait 7 vagues successives de Covid-19. Bon, c'est le même Neil Ferguson qui nous avait annoncé qu'il y aurait des dizaines de millions de morts à travers le monde, dont 2 millions de morts aux États-Unis, 550 en Grande-Bretagne, 510 000 en France, etc., etc. Et c'est à cause de lui que tous les gouvernements ont choisi la solution du confinement, dont je vous rappelle, ou dont je vous informe que le confinement a été la pire solution qui a été mise en œuvre en termes de santé publique. Je vous invite à regarder l'interview extrêmement instructive du docteur Gérard Delépine, faite par Salim Laibi, dont je vous laisse les coordonnées aussi sous cette vidéo. Vous allez voir que cette interview vous démontre, avec des chiffres de l'OMS, les chiffres officiels de l'OMS, que les pays qui ont choisi la stratégie de confinement ont tué beaucoup plus de personnes par million d'habitants que les pays qui n'ont pas choisi le confinement. Donc qu'on ne vienne pas me dire que le confinement a sauvé des dizaines de milliers de vies. D'accord? Bien. Donc, un vaccin, son avantage, c'est que ça peut être administré à toutes les personnes, y compris les personnes en bonne santé. Alors qu'un traitement, habituellement, un traitement, on ne l'administre qu'à ceux qui sont malades. Et ceux qui sont en bonne santé, on ne l'administre pas. Donc quand des entreprises comme Gilead, par exemple, qui ont tout intérêt à pousser leurs antiviraux qui coûteraient jusqu'à 1 000 € par patient pour les traiter du Covid-19 et qu'ils se trouvent tout à coup emmerdés par un beatnik, un charlatan qui a des longs cheveux filandreux, un peu comme Assurance Tourix, et qui dit « Ah ben moi, vous savez, j'ai une solution qui coûte pas cher, hydroxychloroquine et azithromycine, en tout et pour tout, ça fait 11,37 € et c'est suffisant pour traiter un patient en 6 jours. » Et il n'y a quasiment aucun effet secondaire, sauf ceux qui éventuellement pourraient avoir des problèmes cardiaques. Mais de toute façon, dans mon institut, on fait passer des électrocardiogrammes à ceux qui déclarent ou qui ont un profil qui pourrait présenter des problèmes cardiaques. Et à partir de là, on les prend en charge de manière différente. Et nous, on fait notre travail, c'est-à-dire de soigner les gens. Point. Ah ben non, parce que vous vous rendez compte, d'un côté, donc, qui parle des gens et qui finance eh bien, des compagnies qui ont tout intérêt à ce que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas et qui ont tout intérêt à ce qu'on fasse croire au public qu'il n'existe aucun remède actuellement contre le Covid-19 et que tant qu'on n'aura pas trouvé les antiviraux ad hoc et le vaccin salvateur, on va tous crever. Donc ces gens qui étaient payés et qui étaient sur tous les plateaux de médias, c'était pas vraiment des gens qui étaient neutres dans leur discours. Remarquez d'ailleurs que dans cette crise du Covid-19, contrairement à la crise H1N1 d'il y a 10 ans, à laquelle j'ai également participé, il y a 10 ans, on invitait régulièrement des adversaires de la position officielle pour être les contradicteurs de ceux qui défendaient la thèse officielle. Et ça m'a donné l'occasion d'avoir de belles, de belles joutes oratoires avec les médecins qui étaient en face de moi et à qui j'ai démontré qu'ils n'y connaissaient rien en matière d'immunologie et de vaccinologie. Bon, voilà, parce que les médecins ne sont pas formés ni au niveau de la vaccinologie, et je l'ai appris dernièrement, ils ne sont pas formés non plus au niveau de l'immunologie. Ils n'ont quasiment aucune connaissance au niveau du fonctionnement du système immunitaire. Je pense en avoir plus que la plupart des médecins. Bien. Mais cette fois-ci, plus aucun contradicteur n'a été invité sur un plateau de télévision. Est-ce que vous avez entendu depuis le début de cette campagne des personnes qui donnaient un autre son de cloche que les personnes
qui étaient invités officiellement pour parler du Covid-19. Moi, je n'en ai pas entendu une seule personne. Donc ça a été une stratégie médiatique qui a été orchestrée. Donc, qui parle, on a compris. Qui diffuse, ce sont des médias qui sont possédés, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, par des milliardaires. Je vous rappelle que tous les médias français, par exemple, sont entre les mains de 9 milliardaires, pas plus. Quand vous savez en plus qu'un certain nombre de médias sont financés par exemple, la fondation Bill et Melinda Gates, hein, j'en veux pour preuve par exemple le journal Le Monde qui a reçu l'année dernière plus de 2 millions d'euros de financement de la fondation Bill et Melinda Gates qui ont par ailleurs investi dans les 7 compagnies qui travaillent sur la mise au point d'un vaccin anti-Covid-19. Donc, qui parle, on a compris. Qui diffuse, on a compris. Ce sont des gens qui ont des intérêts dans les compagnies pharmaceutiques et qui, de toute façon, ont intérêt à ne pas fâcher les compagnies pharmaceutiques qui sont les principaux annonceurs de tous ces médias. Qui diffuse qui paye, pardon, on a vu qui payait, et maintenant à qui profite le crime? Le crime, il va profiter à ceux qui vont pouvoir vendre des antiviraux à 1 000 euros le traitement ou des vaccins à 7 milliards d'individus, puisque c'est ça que Bill Gates a déclaré sans se cacher. Son objectif, c'est de vacciner 7 milliards d'individus et il a pour objectif donc de mettre en fabrication 14 milliards de vaccins actuellement pour pouvoir vacciner à double dose toute la population du monde. Donc, si je reviens à cette histoire d'hydroxychloroquine, vous comprenez peut-être mieux pourquoi autant de médias se sont acharnés contre la soi-disant méthodologie foireuse du professeur Raoult. Mais le professeur Raoult n'était pas en train de faire une étude randomisée, c'est-à-dire où on tire au sort les patients, on les traite en double aveugle sans que le médecin sache quel est le traitement qu'il donne à son patient, etc. Et on prend aussi un groupe témoin qui est un groupe qui reçoit le placebo. Attendez, on est avec des vrais malades là. On est en situation d'urgence, c'est pas le moment de commencer à faire des tests de laboratoire. Surtout que l'hydroxychloroquine, d'abord c'est un médicament qui existe depuis 71 ans, qui a été prescrit à plus d'1 milliard de personnes et dont les effets secondaires sont extrêmement minimes et connus. Et en plus, il existait toute une série d'études bien avant 2020 qui montrait déjà que l'hydroxychloroquine, la nivaquine et la chloroquine avaient des effets anti-inflammatoires et antiviraux puissants dans les cas d'infection au virus et au coronavirus. Il y a une étude de 2003 je crois que c'est 2003, mais vous le voyez à l'écran pour l'instant, il y a une étude de 2003, je pense, qui avait déjà établi ça. Donc en fait, ce n'est pas par hasard que ce médicament est ressorti. Le meilleur infectiologue du monde a été recherché dans ce qu'il connaissait. Il y avait un médicament qui existait déjà, qu'il n'était pas nécessaire de fabriquer ou de chercher. Il l'a appliqué en disant, tiens, est-ce que les expériences et les études qu'on a faites en 2003 sont encore valables aujourd'hui? Ah bah oui, ça a l'air d'être prometteur, donc allons-y, soignons les gens avec ce dont nous disposons. Et n'attendons pas des études qui peut-être ne viendront qu'une fois que la pandémie sera terminée. Donc, comme il y a eu de plus en plus de médecins qui, entendant les résultats du professeur Raoult, se sont mis à prescrire aussi dans différents pays, eh bien, il y a différents pays où l'hydroxychloroquine, d'abord, a été volée des pharmacies, des hôpitaux du jour au lendemain. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudra un jour éclaircir. Pourquoi, du jour au lendemain, l'hydroxychloroquine qui était en vente libre, déjà, donc pour vous montrer à quel point il y avait préméditation sur le coup,
L'hydroxychloroquine était en vente libre jusqu'au 13 janvier ou 15 janvier en France, était en vente libre. Et comme par hasard, le 13 ou le 15 janvier, c'est-à-dire quelques semaines avant que Raoul dise hey, « ça marche », eh bien, ce médicament a été classé comme substance vénéneuse. Tout ça, vous le savez probablement. Mais c'est intéressant de regarder la chronologie, comment les choses ont été préméditées, comment les choses ont été faites de telle sorte que vous n'ayez pas la possibilité de guérir de cette saloperie. Si vous pensez encore que les gouvernements veulent votre bien, c'est que vraiment, vous dormez, mais vous dormez vraiment très très fort. Comme disait une lanceuse d'alerte, vous êtes probablement des moutruches, c'est-à-dire un croisement entre les moutons et les autruches. Bien. Donc, comme les médecins se sont mis à prescrire de plus en plus de l'hydroxychloroquine. Il y a le roi du Maroc, j'en ai parlé la fois dernière, qui a commandé massivement de l'hydroxychloroquine. Donald Trump a commandé de l'hydroxychloroquine. Il y a un tas de pays qui ont commencé à se mettre à l'hydroxychloroquine. Et donc là, en panique, pour masquer le premier mensonge, qu'est-ce que le gouvernement français a fait, par exemple, mais le gouvernement canadien n'a pas fait mieux. Ils ont dit, bon ben alors, les médecins n'ont plus le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine. Voilà. Les médecins leur ont dit, allez vous faire voir, nous, on continue à soigner nos patients. Et tant pis si l'ordre des médecins doit nous sanctionner, mais nous aurons fait notre devoir et nous aurons respecté notre serment d'Hippocrate. Donc, ça non plus, ça n'a pas beaucoup marché. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait encore pour absolument pousser les antiviraux et les vaccins? Il fallait absolument descendre l'hydroxychloroquine. On n'a pas réussi à descendre le professeur Raoul, même si on a essayé de le discréditer, de ternir sa réputation, mais c'est très difficile quand vous avez une réputation scientifique qui s'étend sur 40 ans, où vous êtes considéré dans le monde entier comme le meilleur expert. C'est très difficile pour un petit Facebook ou des petits médias mainstream de dire « ce gars-là, c'est un charlatan, c'est un charlot ». Qu'on dise ça de Crèvecoeur, je comprends, Crèvecoeur, il n'a pas de réputation sur le plan scientifique, Crèvecoeur n'a pas de publication scientifique, donc c'est facile de dire que Crèvecoeur c'est un gourou de secte, que Crèvecoeur c'est un petit gars qui essaye de se faire mousser pour avoir un petit peu de vues sur YouTube ou pour vendre ses produits de formation à des gens qui sont désespérés et qui sont terrorisés. Bon, terrorisés par qui d'ailleurs? Pas par moi, mais par les médias dominants. C'est facile de discréditer le messager. Mais là, avec Raoul, ils n'y sont pas parvenus. Donc, il fallait absolument discréditer l'hydroxychloroquine. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour masquer toutes leurs manipulations? Bon, d'abord, ils ont voté effectivement une loi qui les immunisait et donc qui leur procurait une immunité totale sur les décisions qu'ils auraient prises dans la gestion de la crise. Ça, c'est pour qu'on ne les accuse pas d'avoir volontairement retiré un traitement qui était efficace et donc d'avoir été responsable directement ou indirectement de la mort de dizaines, de centaines ou de milliers de personnes en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Canada, etc., etc. Donc il fallait quand même un mensonge beaucoup plus gros pour couvrir tous les mensonges précédents. Et ce mensonge beaucoup plus gros, ça a été cette fameuse étude du Lancet qui est sortie la semaine dernière, vendredi dernier, donc il y a une dizaine de jours. Donc on est le 1er juin, donc c'était aux alentours du 22 mai. Je pense que c'est le 22 mai que l'étude est sortie. Et c'est une étude que même un étudiant de première année en statistique aurait mieux fait. Une étude qui, soi-disant, couvrait le dossier de 96 000 patients atteints du Covid à partir du 20 décembre jusqu'au mois d'avril 2020 et qui démontrait sans aucun doute que l'hydroxychloroquine était non seulement inefficace, mais était même plus nocive que si on ne faisait rien et que si on n'administrait rien. Sauf que, et donc ça, directement, dès le lendemain, plusieurs instances de santé publique ont sauté sur cette étude du Lancet pour dire
vous voyez que nous avions raison, on a eu raison d'interdire la prescription de l'hydroxychloroquine, et donc maintenant c'est fini, plus personne ne peut utiliser l'hydroxychloroquine, puisque, regardez, le Lancet a dit que c'était dangereux, donc on va écouter le Lancet, c'est quand même la plus grande revue du monde, une des plus grandes revues scientifiques du monde. L'OMS, 3 jours plus tard, a dit on arrête toutes les études comparatives et toutes les études randomisées sur l'hydroxychloroquine, puisque maintenant on a la réponse qu'on attendait depuis 2 mois, c'est que l'hydroxychloroquine est non seulement inefficace, mais en plus elle est extrêmement dangereuse et elle pourrait tuer des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes si on l'utilisait dans le cadre du traitement contre le Covid. Il y a 2 problèmes par rapport à ça. Et ça, je vous renvoie aux différentes vidéos de Silvano Trota qui vous donne tous les détails, les vidéos de Salim Laibi et probablement d'autres personnes et d'autres scientifiques. Il suffit que vous tapez dans YouTube « Critique, étude, Lancet, hydroxychloroquine », vous mettez ces 4 mots-là et vous allez trouver des dizaines de vidéos de médecins, de scientifiques qui sont mais absolument furieux sur cette étude bidon, cette étude de merde qui ne vaut absolument rien. Ça, c'est vraiment... Mais moi, je trouve ça génial. C'est vraiment une excellente nouvelle. Vous savez pourquoi? Parce que le mensonge est tellement gros qu'il ne passe plus. Il n'y a aucun scientifique qui accorde du crédit à cette étude. Vous savez, une étude randomisée comme ça, enfin non, une méta-étude qui reprend les données émanant de toute une série d'hôpitaux sur les 6 continents de la Terre, eh bien, habituellement, à la fin de ces études, on marque tous les hôpitaux qui ont collaboré à l'étude, donc qui ont envoyé leurs données, et on remercie nommément, habituellement, le médecin de chaque hôpital qui a servi d'intermédiaire, si vous voulez, entre l'hôpital et les gens qui ont réalisé cette étude. Bien. Or, nulle part il est fait mention des hôpitaux qui ont collaboré à cette étude, nulle part. Et nulle part il est fait mention de remerciements des médecins qui auraient été l'intermédiaire, qui auraient été les transmetteurs des informations qui restent des informations confidentielles. C'est pour ça que ça devait être transmis par des médecins vis-à-vis de cette étude opérée par une société qui a été créée il y a 2 mois de cela. Donc c'est une société qui sort de nulle part, dont je ne me souviens plus du nom, et cette société donc a réuni toute une série d'informations et a traité les dossiers de 96 000 patients en 2 mois de temps. C'est matériellement impossible. Tous ceux qui ont fait des méta-études vous le diront, c'est absolument impossible de traiter un nombre aussi important de données en aussi peu de temps. Les autres problèmes, c'est que on se rend compte effectivement à l'examen, mais bon, ça je vais vous renvoyer aux autres vidéos, on se rend compte qu'il y a toute une série d'anomalies, même dans les chiffres, dans la description des pathologies, de mettre autant d'obèses en Afrique, en Asie et aux États-Unis, c'est assez bizarre, c'est assez troublant, hein, comme diraient d'autres personnes. C'est assez troublant de voir que donc il y a les mêmes types de pathologies d'un continent à l'autre, alors que en fait, vous le savez très très bien, on n'a pas autant d'obèses en Afrique ou en Asie qu'on a d'obèses en Amérique du Nord. Et pourtant, on a la même proportion sur la même ligne. Enfin bon, il y a plein de choses qui ne tournent pas rond dans cette étude, d'autant plus que tous les pays qui ont opté pour l'hydroxychloroquine, comme le Maroc, l'Algérie par exemple, maintenant, depuis que l'Italie a opté pour l'hydroxychloroquine, le nombre de morts a chuté, mais de façon vertigineuse et de façon même... enfin, c'est le contraire de l'exponentielle, hein, voilà. Donc, en fait, on se rend compte que partout où on a traité les gens à l'hydroxychloroquine, la mortalité a chuté aux alentours de 0,3 ou 0,5%. Là où les gens n'étant pas traités à l'hydroxychloroquine, on avait encore des taux de mortalité de plusieurs pourcents. Donc, je dirais que partout où on a des vrais patients dont on peut suivre les traitements et les dossiers, on se rend compte que le taux de mortalité est extrêmement bas. Et cette étude qui ne révèle aucune donnée factuelle annonce des taux de mortalité qui vont jusqu'à 7-8%. Bon. Donc on a bien compris que c'est une étude qui a été financée. Je pense que c'est 50 millions de dollars qui a été investi dans cette étude fausse, complètement bidonnée, qui va ruiner non seulement la réputation du Lancet,
qui va mettre en lumière ce qu'on sait depuis des dizaines d'années, c'est que dans le domaine médical, la fraude est devenue la norme, ce n'est plus devenu l'exception, c'est devenu vraiment la norme, et je consacrerai probablement une émission complète juste sur la fraude scientifique dans le domaine pharmaceutique, parce qu'en fait, vous savez, si c'était dans le domaine de la géographie, dans le domaine de la physique, ce ne serait pas grave, mais là, cette fraude scientifique se traduit par centaines de milliers de personnes mortes qui n'auraient pas dû mourir, juste parce qu'on a trafiqué des études, on a trafiqué les résultats de tests, on a caché les effets secondaires, on a sous-évalué les effets secondaires une fois qu'ils arrivaient, et on a corrompu les instances de santé publique qui sont supposées protéger la santé des patients. Mais comme ces instances de santé publique sont totalement corrompues par les compagnies pharmaceutiques, et comme les médecins sont formés par les compagnies pharmaceutiques aussi, eh bien, il n'y a plus personne pour protéger les patients. Voilà. Donc moi je trouve que c'était une excellente nouvelle parce que ça veut dire que actuellement l'OMS est en train de se discréditer complètement aussi. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de pays qui maintenant demandent et exigent une enquête approfondie et indépendante sur les conflits d'intérêts de l'OMS et sur les influences des lobbies sur l'OMS. Il serait temps. Il y a de plus en plus de pays qui sont même en train de renvoyer les délégués de l'OMS de leur pays en disant « Vous foutez le camp, on ne veut plus vous voir, on ne veut plus avoir affaire avec vous ». Il y a des pays qui ne suivent même plus les recommandations de l'OMS actuellement. C'est le cas de l'Italie qui a envoyé paître l'OMS en leur disant eh bien, vous nous avez interdit de faire les autopsies des morts du Covid, eh bien maintenant nous allons reprendre nos morts, on va faire des autopsies approfondies et on va voir ce qui s'est vraiment passé. Et l'Italie est en train de faire des découvertes qui contredisent totalement ce que l'OMS nous a annoncé et sur base desquelles les gouvernements nous ont imposé le confinement, nous ont imposé maintenant le port du masque, sont en train de nous imposer le traçage numérique obligatoire et vont nous imposer demain la vaccination obligatoire et le suivi numérique permanent à travers une application Covid-19 ou Stop Covid, un bracelet numérique ou un puçage, etc. Donc ça, on ne sait pas encore très bien comment ça va se passer, mais on sait que c'est ça l'objectif ultime. Moi, je ne voudrais pas être à la place des dirigeants de ce monde parce que maintenant, ça va devenir... Quel plus gros mensonge encore vont-ils inventer pour couvrir les différents mensonges qu'ils ont mis en place? Est-ce que vous commencez à comprendre ce que je veux dire? Parce que j'aurais pu vous parler aussi des mensonges sur le comptage des cas positifs de Covid-19 avec des tests qui ont une fiabilité qui est comprise entre 20 et 60%. Mais ça veut dire que avec une fiabilité de 20%, ça veut dire que 8 fois sur 10, le test se trompe. Mais alors, sur base de quoi va-t-on prendre une décision en matière de santé publique si 8 fois sur 10, le test n'est pas fiable? Et vous pouvez avoir des faux négatifs comme vous pouvez avoir des faux positifs. Et d'ailleurs, on sait qu'on a gonflé exagérément le nombre de cas de Covid-19. Ça, on le sait, on en a toutes les preuves écrites. Il y a toute une série de vidéos qui ont été faites par Sylvano, par Salim Laibi, par Philippe Gendroc et par d'autres. Ça a été très très bien fait. Donc allez chercher si vous voulez avoir ces preuves. Moi, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Il y a eu un gonflage du nombre de morts au niveau du nombre de morts qui seraient morts du Covid-19. En fait, on se rend compte aujourd'hui que énormément de pathologies qui sont responsables de la mort des gens ont été occultés au profit du Covid-19. Donc, samedi, je donnais une conférence à des médecins, des chirurgiens, des immunologues et des biologistes moléculaires. Donc, je donnais une conférence en ligne à une quarantaine de médecins et une femme me disait à la fin, off record, donc la conférence était terminée et elle me disait ben moi je suis chirurgienne, je travaille dans un hôpital public de la région parisienne et je peux vous confirmer ce que vous nous avez dit lors de la conférence, Monsieur Crèvecoeur, c'est que nous n'avons jamais été surchargés au niveau de notre service d'urgence, alors que dans les médias on disait que notre hôpital était surchargé et je peux vous dire que les chiffres de morts, c'est du fake,
de A à Z. Elle me dit, je suis écœuré, je suis vraiment scandalisé de voir que toutes les personnes qui rentraient chez nous, on les cataloguait Covid-19. Quelqu'un qui vient pour une jambe cassée, Covid-19. Quelqu'un qui venait pour un cancer, Covid-19. Quelqu'un qui venait pour un problème rénal, Covid-19. Quelqu'un qui venait pour un AVC, Covid-19. Elle me dit, je n'ai jamais vu une telle manipulation d'une telle ampleur au niveau des hôpitaux. Et elle dit, j'ai des collègues dans d'autres hôpitaux qui m'ont confirmé exactement la même chose. On a déclaré beaucoup de personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec le Covid-19. Ça m'a été dit samedi 30 mai 2020 par quelqu'un que je voyais pour la première fois et qui n'avait rien à gagner et rien à perdre à me confier cela. Donc les mensonges, ils ont été partout, mais c'est sur base de ces mensonges, et ça il faut que vous le compreniez maintenant, c'est sur base de ces mensonges qu'on est en train de mettre des mesures de distanciation sociale, on est en train de mettre en place des mesures de port de masque obligatoire, on est en train de mettre en place des mesures de dépistage systématique de toute la population, on est en train de mettre en place des mesures d'autoconfinement ou de mise en quarantaine de toute personne qui serait positive au Covid-19 ou des personnes qui ont fréquenté des personnes positives au Covid-19, c'est-à-dire les familles, les enfants, etc., les amis, les collègues de travail. On est en train de mettre en place un système de traçage numérique via une application Covid-19 qui soi-disant est sur base volontaire. Mais en fait, si vous refusez cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'aurez pas accès à la plupart des lieux auxquels vous aviez accès librement auparavant, c'est-à-dire les restaurants, les cinémas, les transports en commun et éventuellement même votre entreprise. J'ai une de mes amies ici au Québec qui a refusé de porter le masque, elle s'est fait virer par son employeur. Donc là, maintenant, elle est chez un avocat pour essayer de se faire défendre parce que c'est totalement illégal d'imposer à quelqu'un de porter un masque. Surtout que la pandémie est terminée. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand la soi-disant pandémie qui n'a jamais existé, j'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des morts de quelque chose qu'il faudra éclaircir, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais finalement, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que simplement un virus qui serait échappé d'un laboratoire accidentellement ou volontairement. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça, j'y consacrerai une émission complète là-dessus. Mais donc, au moment où la soi-disant pandémie était la plus virulente, on vous interdisait de porter des masques et on vous confinait. Maintenant que la pandémie est à sa fin, il y a pratiquement plus de cas, il y a pratiquement plus de morts, tous les hôpitaux sont vides, on vous oblige de porter un masque, alors que vous pourriez justement profiter du soleil, vous pourriez profiter du grand air, de l'oxygénation de vos organes qui en ont bien besoin. Ben non, on vous oblige à respirer du gaz carbonique pendant 8 heures par jour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune logique là-dedans? Il n'y a aucune étude scientifique qui a jamais prouvé que la distanciation sociale était efficace en situation de pandémie. Mais de toute façon, il n'y a plus de pandémie. Alors pourquoi est-ce que vous respectez encore la distanciation sociale? Et même en cas de pandémie, vous n'êtes pas obligé de respecter la distanciation sociale. C'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est juste pour tester votre docilité. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller avant de provoquer une guerre civile? En fait, c'est ça qu'ils veulent tester. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent pousser le bouchon avant que vous ne vous révoltiez. Et là, ils vont faire un petit marche arrière en disant « Bon, allez, finalement, vous pouvez quand même partir en vacances. » Alors qu'au début, on vous avait dit que vous ne pouviez pas partir en vacances. On va rouvrir les campings. On va rouvrir les parcs publics. Mais respectez bien la distanciation sociale. Vous savez à quoi elle sert, cette distanciation sociale de 2 mètres? Pourquoi c'est 2 mètres et pas 1 mètre ou 1 mètre 50? Tout simplement parce que les applications de traçage numérique ne peuvent vous distinguer les uns des autres que si vous respectez une distance de 2 mètres. Donc en fait, c'est encore pour mieux vous fliquer et mieux vous surveiller. C'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre docilement, comme des bons petits moutons, à respecter la distance de 2 mètres.